Pourquoi on fait cet événement ? Comme je l'ai dit, c'est pour s'envoler un peu. Mais on peut s'envoler sans s'éloigner vraiment de ce qu'on fait tous les jours, de ce qui nous rassemble, de ce qu'on aime, à savoir le paiement. Donc l'idée, elle est simple, c'est quand on organise cet événement qui fait suite à un précédent, c'est de prendre un petit peu d'altitude. Pourquoi prendre l'altitude ? Parce qu'au fond, ce qu'on fait tous les jours, c'est juste extrêmement dépendant de l'environnement dans lequel on vit, dans les évolutions de la consommation. Si je fais référence aujourd'hui, la distribution s'adapte à la consommation, le paiement s'adapte à la distribution, à la consommation, etc. Donc quand on a analysé, on s'est dit, en fait, ça va beaucoup plus loin. L'expérience, finalement, c'est une espèce de conjugaison, la conjugaison des sens. On s'est dit qu'en fait, on ne pouvait pas entamer cette approche multisensorielle sans inviter un grand chef, et certainement le plus emblématique d'entre eux, en tout cas celui qui vit le plus dans son époque, à savoir Jean-François Piège. Tu as dit, il n'y a pas 5 sens, mais il y en a 6. Et j'ai même envie d'en rajouter un 7e. Non, mais on va s'arrêter. Il n'y a pas de limite. Non, mais pour moi, c'était le bonheur. Parce que la réalité de tout ça n'a de valeur que si ça débouche sur du bonheur. Et dans mon métier, il y en a un qui est assez nouveau, et c'est pour ça que j'ai envie de le rajouter, mais c'est la singularité. Parce qu'aujourd'hui, on vient dans un restaurant, parce qu'on va vivre une expérience qui n'est pas la même qu'à côté. A contrario du grand restaurant, qui est quand même la base et l'édifice de la grande restauration, c'est-à-dire, on peut citer des noms, la Serre, la Tour d'Argent, c'est des noms que je ne sais pas qui vous parlent, Maxime, les restaurants étaient tous les mêmes, sous le même format. Aujourd'hui, tous les grands restaurants sont tous sur un format unique. Et c'est ce qui a changé, et je pense que on parle d'émotion, on parle d'expérience, mais pour que l'émotion arrive et que l'expérience soit totale, aujourd'hui, il faut qu'elle soit singulière. C'est pour ça que j'en voulais en rajouter une. Et la cuisine, c'est que quelque chose de mécanique. C'est quelque chose qui n'a pas de sentiment. C'est prendre une carotte, l'éplucher, la couper, la cuire, l'assaisonner. Mais c'est peut-être ça qui fait que la cuisine devient autre chose. C'est quand on va rajouter cette dimension supplémentaire qui va faire qu'elle va créer du bonheur. Parce qu'on l'incarne, c'est supplément d'âme nécessaire. Pourquoi aime-t-on ce qu'on aime ? Je ne sais pas si on va réussir à ça. Je vais peut-être mettre la question un petit peu différemment. Que faire pour se faire aimer quand on est un plat, quand on est un commercial, quand on est une personne, quand on est une chose ou un produit ? On prend le même texte, le même pitch, et on demande au client s'il croit, s'il va acheter ou pas. Eh bien, la voix a un effet sur 11% de la persuasion. Donc, si la voix est grave et lente, la personne n'est plus convaincue. Alors, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ? Parce que quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui vous connaît mal, un client, essaie de juger si vous mentez ou pas. Alors, il a un fantastique détecteur de mensonges. C'est votre stress. C'est la même chose qu'une machine à détecter les mensonges. Et comment est-ce qu'il entend un stress ? Un débit supérieur à 120 mots minutes. Donc automatiquement et inconsciemment, la persuasion diminue. Donc c'est une petite zone du cerveau qui calcule inconsciemment le débit de parole et qui en déduit, est-ce que je lui fais confiance ou pas ? Vous voyez comment ça fonctionne, la mécanique des sciences cognitives. Alors, on s'est demandé, mais pourquoi la voix grave ? Eh bien, ça, c'est un réflexe ancestral. Nous avons l'habitude d'obéir à des voix testostéronées. Donc, en tant qu'animaux, nous avions peur des gros larynx développés par la testostérone et, au contraire, infériorisés par les oestrogènes. Donc, vous voyez ce qu'on fait, c'est de l'ergonomie, de la science des sens, puisqu'on parle de la voix. Le cervelet, qui est la petite glande que vous voyez près du tronc cérébral, quand elle voit quelque chose, elle va émettre un pari de poids. Pourquoi ? Parce qu'elle doit le saisir. Quelque part, elle doit prendre la fourchette, elle doit prendre le produit. Donc elle va se dire, ça, à la vision, c'est 350 grammes. Si l'objet en fait 400
ou 270, dès qu'elle l'aura en main, on va enregistrer une onde dite de discongruence. Donc c'est comme vous disiez au cerveau, ben écoute, perdu, c'était pas grave. On va jouer beaucoup avec l'affordance des objets. L'affordance, c'est l'appel d'une chose à l'utiliser. Un bouton payé. Eh bien, le bouton payé doit avoir une certaine affordance. C'est-à-dire qu'il doit avoir des caractéristiques ergonomiques qui disent « pouce dessus ». C'est bon, ça se passe comme ça. Donc, on va prendre le regard, l'amener jusqu'à un CTA, Call to Action, comme vous dites. Dans un paiement, on va, dit-on, tenir le client au point S. Le point S, c'est la quantité idéale d'incertitude pour obtenir ce qu'on veut. Donc il y a une quantité de stress idéal. Commençons simple. Le film Titanic. C'était un de nos premiers contrats. On nous appelle, mais qu'est-ce qu'on fait? Ils connaissent la fin de l'histoire, le bateau a coulé. Et donc, il convient scène par scène de vous maintenir à plus de 180 points. Si vous n'êtes pas à plus de 180 points d'astreinte, eh bien, on ne regarde plus le film. Il y a des longueurs, on s'ennuie. Donc, par exemple, nous avions 7 scènes à 160 points. Qu'est-ce qu'on va faire pour augmenter le stress? Eh bien, on va vous montrer l'iceberg 12 minutes avant de le montrer au capitaine du Titanic. Et donc, pendant 12 minutes, vous savez quelque chose qui le met en danger, vous ne pouvez pas lui dire. Vous ne pouvez pas lui dire. Et donc, vous gagnez 40 points. Donc, on repasse notre fameuse courbe de ce côté-là. Conclusion. Ne m'écoutez pas. N'écoutez pas les techniciens. N'écoutez pas les professeurs avec une blouse blanche. C'est pas ça. Ça, c'est de la productivité, c'est tout. Je te rejoins. Ce qui est le plus important, c'est votre cœur, c'est l'humanisme, c'est votre savoir-faire, votre intuition. Vous n'avez pas besoin de donneurs de leçons. Merci beaucoup. Je suis là pour vous parler effectivement du marketing sensoriel qui, alors on est souvent, c'est vrai qu'aujourd'hui toutes les enseignes en parlent un petit peu. Nature et Découverte, ça fait 30 ans, on va fêter les 30 ans de l'enseigne l'année prochaine et c'est vrai que c'est un magasin pas comme les autres. Il se passe quelque chose quand on rentre chez Nature et Découverte. Dès 1990, dans les magasins Nature et Découverte, il y avait de la musique, une ambiance sonore assez particulière où on entendait des bruits de cascades, de rivières, d'oiseaux. Donc on savait tout de suite qu'on rentrait dans un autre magasin. À l'époque, les bandes sonores des magasins, c'était plutôt de la musique irritante afin de provoquer un stress pour provoquer l'acte d'achat. Et eux, ils proposaient des carillons, des chants d'oiseaux, rivières. Il y avait aussi parfois un peu de méditation. Voilà, donc c'était assez nouveau. Et d'ailleurs, ils ont vendu, alors maintenant on fait plus de CD depuis quelques temps déjà, mais ils ont vendu pas mal de CD de sons de la nature. Et c'est vrai qu'il y a une signature, alors non seulement olfactive, mais sensorielle, et qui participe à ce que les gens reconnaissent tout de suite quand ils rentrent chez Nature et Découverte. Il y a aussi une chose qui est importante et que vous avez vu sur les photos précédentes, c'est l'éclairage. À l'époque, c'était des spots ou des néons dans les magasins, au début des années 90. Françoise et François Lemarchand, ils ont travaillé l'éclairage comme un sous-bois. Ils voulaient vraiment qu'il y ait l'effet d'une forêt. Alors on voit moins les produits, certes, mais ils voulaient vraiment qu'il y ait l'effet comme si on se promenait dans la nature. Ils ont travaillé avec les éclairagistes du musée du Louvre, qui éclairaient les expos du musée du Louvre à l'époque, pour vraiment travailler ça. Donc c'était vraiment quelque chose de pensé. Alors, je ne sais pas s'ils avaient fait des études très approfondies à ce sujet, mais en tout cas, c'était important pour eux que les gens retrouvent cette sensation de nature pour des urbains, justement, en manque de nature. Le toucher est très important. Est-ce que vous avez déjà essayé un fauteuil de massage chez Nature et Découverte ? Les gens adorent essayer chez nous. Et il reste des heures sur les fauteuils de massage, qui est un best-seller depuis toujours. Cette dimension du toucher est importante. Et d'ailleurs, on encourage nos vendeurs, nos guides, à faire toucher, à ouvrir les objets. Les jeux pour enfants, ils sont tous ouverts. On a plein d'enfants qui viennent jouer. Alors, les vendeurs, chez nous, ne s'appellent pas des vendeurs, ils s'appellent des guides. D'une part, pour une bonne raison, c'est qu'à la base, en 90, quand Françoise et François ont ouvert Nature et Découverte, ils ne recrutaient que ça.
C'était des naturalistes, c'était des guides de montagne parce que eux sont passionnés de nature, de rando, et c'était donc des vrais guides. Voilà. Je vous remercie infiniment. Donc on va parler du commerce moderne et on parle beaucoup de commerce expérientiel. Cette expérience, c'est une émotion. Ce que cherche à créer une enseigne chez vous, c'est une émotion. Alors généralement, c'est une émotion positive, évidemment. Et pourquoi une émotion? Parce que c'est une relation intime. C'est une relation intime entre l'enseigne et vous. Et dès le moment où vous avez une relation intime avec quelqu'un, vous êtes dans une confiance interpersonnelle. Et donc, forcément, vous êtes plus engagé dans la marque. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, l'émotion liée à l'achat est très documentée, elle est très connue. En marketing, il y a des documentations à foison. En l'occurrence, liée au paiement, il n'y a pas grand-chose. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le paiement, pour la plupart des gens, c'est quelque chose qu'on veut voir disparaître, c'est quelque chose de très désagréable, et on parlera ensuite de douleur et de paiement. Et nous, on a essayé de s'y attarder à travers 3 axes. Donc c'est comment est-ce qu'on fait disparaître l'émotion négative, comment est-ce qu'on comprend et qu'on peut utiliser l'émotion au moment du paiement, et puis enfin, comment est-ce qu'on peut créer une émotion au moment même de payer. Donc on a un biais cognitif qui est l'aversion à la perte et qui fait que quand on paye, finalement c'est la même zone dans le cerveau qui se déclenche que pour la douleur. Comment diminuer la douleur du paiement? Alors, il y a environ 30 pistes à explorer d'après ces travaux sur comment faire aimer un paiement, comment faire diminuer la douleur du paiement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, payer est stressant. En général, juste avant de payer, on compte 40 points de plus de stress de la personne. On mesure ça par sa sudation, par son clignement oculaire et autres. Donc il est très important, juste dans la minute pré- et post-paiement, de donner ce qu'on appelle des réassurances autoritaires. Oui, vous avez bien fait, on ne peut pas faire autrement que de payer avant de sortir, des choses comme ceci. Donc il faut repasser à 180 points, pas plus, de stress au moment de payer pour que ça vienne facilement. L'effet de désensibilisation, dit de priming, on peut effectivement, juste avant le paiement, faire quelques actions qui permettent une désensibilisation comme un poison finalement, et de façon à ce que le paiement se fasse beaucoup plus facilement. On a pu constater qu'en fait, les profils émotionnels, qui sont des gens qui ont tendance réellement à l'anxiété, performaient mieux, achetaient plus avec la version de droite, celle qui est rassurante. En revanche, ce qui est un peu contre-intuitif, c'est que les profils rationnels achètent moins avec la version de droite. Donc l'idée c'est ça, c'est de redonner la main au consommateur, mais grâce à la marque, sur son achat, en lui permettant de choisir quel type d'empreinte sociale ou environnementale il va avoir grâce à la marque dans son parcours client. Donc, pour conclure, je dirais simplement que c'est un vrai bonheur de passer d'un sujet à l'autre. Et je ne sais pas, vous en garderez ce qui vous intéresse. En fait, chacun conservera le souvenir qu'il en veut. Merci.